Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui, mardi 22 octobre, une émission spéciale Corée du Nord, puisque j'ai eu l'honneur de recevoir à la radio Cho Eun-sil, une jeune transfuge nord-coréenne qui a fui son pays en 2019 et qui est parvenue à gagner la Corée du Sud après un long périple. Cho Eun-sil est venue à Taïwan pour quelques jours avec l'ONG de défense des droits humains Amnesty International et en particulier avec Choi Chae-hoon, spécialiste de la Corée du Nord au sein de l'organisation, qui publie cette semaine la version en mandarin d'un recueil de témoignages d'une soixantaine de transfuges nord-coréens paru l'année dernière et intitulé en anglais « 60 Plus Voices, Reflecting on Everyday Lives in North Korea ». Cho Eun-sil fait partie des réfugiés nord-coréens à avoir témoigné pour cette publication qui vise à mieux faire connaître au grand public les conditions de vie des Nord-Coréens et les violations des droits fondamentaux qui ont cours sur place. Cho Eun-sil a d'abord dressé un aperçu de sa vie en Corée du Nord où elle a vécu jusqu'à sa défection en 2019 aux côtés de ses parents et de sa sœur dans une famille qu'elle dit appartenir à la classe moyenne. Je vivais une vie ordinaire. Quand j'étais petite, je jouais à des jeux traditionnels coréens, notamment un jeu avec des élastiques et à la corde à sauter. Plus grande, je n'avais pas trop d'activités. J'allais parfois nager car je vivais près de l'océan. Mais les week-ends, surtout quand j'étais étudiante, j'étais souvent mobilisée par le gouvernement pour faire des travaux d'intérêt général. Nous allions en groupe travailler dans des zones rurales. Autrement, la vie était assez normale, je dirais. Mes parents vivent toujours dans la région de Hamgyeongbuk-do, dans le nord du pays, et j'ai aussi une plus jeune sœur qui vit là-bas. Avant mon départ, j'étais déjà diplômée de l'université et je travaillais depuis environ 1 an dans un magasin. Le dernier rapport pays par pays de l'ONG Amnesty International indique que l'insécurité alimentaire reste un problème persistant en Corée du Nord malgré une augmentation des récoltes. En mars dernier, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture a indiqué qu'une proportion importante de la population nord-coréenne consommait une alimentation peu diversifiée et en quantité insuffisante. Une insécurité alimentaire qui trouve son origine dans la politique économique du gouvernement nord-coréen et dans la récurrence des mauvaises récoltes, mais qui est aussi liée aux sanctions internationales. Toutefois, Cho Eun-sil affirme que sa famille n'a jamais eu à craindre la faim. Lorsque j'étais mobilisée les week-ends pour travailler dans les fermes, parfois on donnait de la nourriture, mais le plus souvent on devait amener nos propres boîtes repas pour le midi. Dans mon cas, je n'ai pas vraiment connu la faim, car ma famille appartient presque à ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter du manque de nourriture, sauf une fois lorsque j'étais très petite. Je me souviens avoir mangé exclusivement des pommes de terre pendant 3 mois. Outre l'opportunité qui s'était présentée au bon moment, Cho Eun-sil a aussi confié que son choix de partir avait été motivé par l'absence de liberté de choix au niveau professionnel. Le rapport d'Amnesty International indique en effet que cette année encore, des informations ont fait état d'un vaste recours au travail forcé en Corée du Nord. Selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, les institutions étatiques ont continué de s'appuyer sur la mobilisation forcée d'hommes et de femmes pour des travaux dans la construction, l'exploitation minière ou encore l'agriculture, mais aussi dans d'autres secteurs clés de l'économie. Les personnes assujetties au travail forcé ne reçoivent qu'une rémunération minimale. Après mes études en Corée du Nord, j'ai dû faire un travail qui m'a été assigné de force et que je ne voulais pas faire. Et puis quand on marche tout simplement dans la rue, on peut tout d'un coup être contrôlé. Ça va du style vestimentaire, le pantalon qui ne va pas par exemple, à la quantité de cheveux qu'on a. On nous demande où on travaille, pour quelle entreprise, et si on n'est pas en mesure de répondre, le gouvernement nous envoie de force dans une association d'anciens élèves pour travailler sur un chantier par exemple. Et malgré mon diplôme dans un domaine qui m'intéressait,
C'est les autorités qui m'ont assigné de force à un travail dans un secteur que je n'avais pas choisi. Il n'y a pas de liberté de carrière. Tout est décidé en fonction du marché du travail. Cho Eun-sil a aussi expliqué dans son témoignage écrit de la publication 60 Plus Voice que seul le dimanche était considéré comme constituant le week-end en Corée du Nord et que les samedis étaient consacrés aux sessions d'autocritique et que pour cette raison, les week-ends étaient, je cite, plus durs que la semaine lorsque je vivais en Corée du Nord. Le travail en groupe pendant les week-ends qu'elle a mentionné tout à l'heure dépend aussi des régions. Cho Eun-sil a grandi dans la province nord de Hamgyong, à la frontière avec la Russie, mais est née dans la province nord de Hangwei, dans une zone rurale. Elle a expliqué dans son témoignage écrit que pendant son enfance à la campagne, elle avait souvent été mobilisée pour travailler dans des champs de pavots ou sur des chantiers de construction à hauteur de 2 ou 3 heures par jour au minimum. Plus tard, dans le nord du pays, où les champs étaient plus loin, il s'agissait plutôt de corvées d'arrosage ou de nettoyer la place de la statue de l'ancien dirigeant suprême Kim Il-sung. Lorsque je lui ai demandé comment elle imaginait la Corée du Sud ou d'autres pays étrangers de manière générale lorsqu'elle vivait là-bas, Cho Eun-sil m'a répondu qu'il était difficile de se l'imaginer pour les citoyens de Corée du Nord, tant l'environnement médiatique est fermé et strictement contrôlé. En Corée du Nord, il y a une certaine liberté, mais il y a beaucoup de restrictions dans de nombreux domaines. Par exemple, il n'y a que des médias officiels et quelques chaînes gouvernementales. On ne peut pas voir de contenu qui concerne les pays étrangers. Mais en grandissant, j'ai pu voir des choses grâce à des clés USB que l'on s'échange ou à d'autres canaux secrets. Et je me suis rendu compte du développement considérable des technologies, de la science et des réseaux sociaux. Mais on ne voyait rien sur l'étranger dans les médias officiels, donc on ne pouvait pas en penser quoi que ce soit. Ce que j'imaginais de l'étranger était ce que j'en avais vu dans les dramas, et on s'imaginait que tout était comme dans les séries. L'idée qu'on se faisait de l'étranger n'était pas claire et relevait plus de l'intuition. Mais le visionnage du contenu de ces clés n'est pas sans danger et les camps de travail sont pleins de prisonniers politiques ou de personnes qui ont été arrêtées pour avoir consommé des contenus dits réactionnaires, illicites, et notamment ces fameux dramas sud-coréens qui participent aujourd'hui au soft power de la Corée du Sud dans le monde. Sur les clés USB, il y a surtout des dramas, des séries nord-coréennes, mais c'était très secret, donc cela se partageait seulement entre membres très proches de la famille ou des amis proches. Car si on se faisait attraper, on pouvait être arrêté et être forcé à dénoncer les personnes autour de nous. Mes parents étaient plutôt contre le fait que je regarde ça, car ils étaient conscients du risque. La plupart des parents essayent de décourager leurs enfants de le faire, car ça peut amener des problèmes, en particulier s'il y a des cousins ou des frères. Ce sont plutôt les jeunes qui regardent ces choses-là. Bien sûr que j'avais peur, mais nous faisions tout pour ne pas nous faire attraper. Certaines personnes ont plus de chance que d'autres et il y a régulièrement des patrouilles de police qui viennent dans la maison pour inspecter et fouiller. Cela faisait partie de la routine. Il y a eu des fois où la police vient, trouve des choses, amène les personnes et les torture. Et leur dit que s'ils veulent être libérés, ils doivent dire comment ils ont obtenu ces clés. Donc j'avais très peur d'être dénoncée de cette manière. Ce qui m'a frappé en discutant avec Cho Eun-sil, c'est que les discussions sur la politique étaient bannies même avec les amis, ces mêmes amis avec qui ces clés USB étaient pourtant échangées en prenant tant de risques. Je ne pouvais pas discuter de politique avec mes amis, mais parfois quand j'étais avec ma famille et que nous regardions la télé, on se plaignait entre nous des essais nucléaires en disant qu'il y avait des pénuries de nourriture et que le gouvernement n'avait même pas 10 milliards de won à consacrer à ça, alors que des tonnes d'argent sont investis dans l'armement. Mais il fallait le dire à voix basse et jamais en dehors de la famille. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Mais je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie du témoignage de Cho Eun-sil, avec également la participation de Cho Jae-hoon de l'ONG Amnesty International. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International.
Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.